Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté. Madame, Monsieur, bonjour. Et c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro de Regard croisé sur l'actualité. Votre émission de rétrospective de l'actualité, analysée, commentée et décortiquée par deux invités. Et cette semaine, nous recevons deux personnalités politiques que je m'empresse de vous présenter. Tout d'abord, Dr Famoussa Coulibaly, député RHDP de Divo. Et en face de lui, Diabaté Bey, vice-président du FPI de Pascal Affi-N'Guessan, chargé des régions du Poro, du Tchologo et des communes d'Abobo et d'Anyama. Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Cette semaine, l'actualité est notamment marquée par la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette année, les festivités seront marquées par une prise d'armes symbolique en raison de la résurgence des cas de Covid-19, selon une note du protocole d'État. Et comme chaque année, la fête de l'indépendance rime avec bilan, défis et perspectives. Sur le bilan politique de la Côte d'Ivoire après 61 ans d'existence, voilà celui que dresse Geoffroy Julien Kouao. Il est juriste et analyste politique. Sur le plan politique, il faut partir de deux périodes différentes. La première allant de 1960 à 1990 et la seconde de 90 à aujourd'hui. La première période a été marquée par le parti unique avec le président Houphouët-Boigny et le PDCI RDA. Cette période s'est caractérisée par la stabilité des institutions politiques. Ce fut une période où la consolidation de la nation a été une réalité. À partir de 90, c'est-à-dire la deuxième période, nous avons connu la démocratie en 1990. Malheureusement, cette période du pluralisme politique a été marquée par des turbulences politiques qui se résument à un coup d'État, à une rébellion et à de récurrentes crises électorales, remettant en cause l'unité nationale et occasionnant ainsi la fracture sociale. De ce qui précède aujourd'hui, le défi pour la Côte d'Ivoire, c'est la construction d'une nation et la construction d'un État démocratique. Alors, messieurs, quel bilan politique dressez-vous de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a été indépendante le 7 août 1960 Moussa Coulibaly. Merci. C'est avec beaucoup d'enthousiasme au niveau politique que nous avons reçu la proclamation d'indépendance par feu le président Houphouët-Boigny. Et durant toute sa mandature qui a duré pratiquement 33 ans, nous avons connu une véritable stabilité à tous les niveaux. Et quand je dis une stabilité aussi, cela était dû au fait qu'il y avait la prédominance d'un parti unique à l'époque qui était le PDCI RDA. Évidemment, avec l'ouverture du jeu démocratique, nous avons eu des acquis. Nous avons vu à partir de 90 un jeu ouvert par moment avec l'arrivée du Front populaire ivoirien dans le jeu démocratique avec d'autres formations politiques de gauche. Et à partir de 94, nous avons eu aussi l'arrivée du RDR qui est sorti du PDCI. Tout cela a constitué, a donné un certain regain au niveau politique, surtout en termes d'ouverture. Malheureusement, cette ouverture ne va pas aller sans difficulté entre les différents acteurs. Donc cela a cristallisé un peu les passions jusqu'à ce qu'en 99, malheureusement, nous arrivons au premier coup d'État qui était un signalement à la classe politique pour dire qu'il fallait qu'on se ressaisisse. Malheureusement, nous avons persisté dans la logique de l'exclusion et de la fermeture du jeu démocratique. Donc, il n'y avait plus d'autre issue qui se présentait aux acteurs que d'aller à l'affrontement. Et nous avons vu à partir de 2002 la tentative de coup d'État qui s'est mue à véritablement un conflit armé dont le point d'orgue a été l'élection présidentielle de 2010 avec encore la crise post-électorale de 2011. Donc, je dirais que le bilan est mitigé et malheureusement, nous avons eu
30 ans de guéguerre politique où les acteurs politiques, au lieu de présenter véritablement un projet de société aux Ivoiriens ou les conditions d'amélioration de leur vie, ont plutôt trouvé des artifices pour éliminer des candidats. Heureusement que maintenant, de 2011 à 2021, malgré quelques soubresauts, nous voyons que le jeu démocratique est plus ouvert et aujourd'hui, il y a une certaine pluralité et je pourrais dire qu'il y a de l'espoir. Diabaté Ben, votre avis sur 61 ans de vie politique en Côte d'Ivoire? Je voulais vous dire que, contrairement à ce que l'analyse politique disait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a eu de 1960 à 2021, il y a eu pratiquement 3 grands moments. Il y a la période de 1960 à 1980, où pratiquement il n'y avait pas d'élection. Les députés étaient nommés par le président de la République, comme les conseillers économiques et sociaux. Et il y a eu, de 1980 à 1990, une ouverture à l'intérieur du parti unique, qui était le PDCI, où il y a eu une pluralité de candidatures. Et on a connu dans cette décennie de 1980 à 1990 beaucoup d'affrontements pendant les élections législatives, pendant les élections municipales. Et ces élections n'ont pas été toutes des élections apaisées. C'est vrai que pendant cette période, il n'y avait pas les armes, mais le verbe précède toujours les armes. On a vu dans beaucoup de régions l'affrontement entre les différents cadres du PDCI. Et la période de 1990 à 2021, où nous avons connu pas de la démocratie, mais le multipartisme. Ce n'est pas la démocratie encore. Il y a la pluralité des partis politiques. Et dans cette pluralité des partis politiques, je note que notre pays peut-être a mal appréhendé la question du multipartisme. Vous constatez avec moi qu'aujourd'hui, les partis politiques se retrouvent regroupés autour des grands groupes ethniques. Ce n'est pas fait pour vous faire avancer la nation ivoirienne. Je ne citerai pas de partis, mais vous voyez, les zones de prédominance des différents partis politiques, c'est en fonction de la région de leurs leaders. Et ça, il appartient à nous, les hommes politiques, de nous battre pour ne pas que notre pays tombe dans les questions ethniques, dans les questions de tribalisme. Et malheureusement, depuis 1990 jusqu'en 2021, nous sommes dans cette turpitude, nous sommes dans cette mouvance et c'est ça qui me gêne, sincèrement. Sinon, on peut dire que politiquement, si le multipartisme a été une avancée, mais je pense que nous n'avons pas encore atteint véritablement la question qu'on appelle la démocratisation de notre pays. Il reste encore beaucoup à faire. Donc, en termes de défis à relever, vous estimez que la Côte d'Ivoire doit construire un État démocrate? C'est vrai, il y a des défis. Mais avant de répondre même à ces questions de défis, il faut savoir qu'aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, qui est le président du RHDP, le parti auquel j'appartiens, qui a une vision du rassemblement de l'ensemble des filles et fils. Et cela se traduit aujourd'hui par la mise sur pied de ce grand regroupement qui est le RHDP, qui va au-delà des considérations politiques des partis d'origine des uns et des autres et des questions religieuses et ethniques. Vous voyez, les récentes élections législatives ont témoigné de cette vitalité. Aujourd'hui, le RHDP est le seul parti politique qui peut dire qu'il a des représentants dans toute la Côte d'Ivoire. Moi qui suis devant vous, je suis député de Divo. Ce n'est pas le nord d'Ivo. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire une véritable nation parce que je me sens divolais avant toute autre chose. J'avais en face de moi des candidats Dida, Baouli, Djoula, etc. Mais ce n'est pas ce qui a joué. Nous avons eu 61 ans aujourd'hui. Malheureusement, nous avons hérité certaines choses de la colonisation, en voulant nous balkaniser en ethnie, en groupe religieux, etc., etc. Le défi que nous devons amorcer, effectivement, c'est de transcender cela. Et aujourd'hui, avec la vision du président de la République, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Il suffit que les autres acteurs politiques suivent avec des discours et des actions en mettant en avant la nation
qu'en se repliant sur des considérations ethniques ou religieuses. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des acteurs politiques. Oui. En suivant l'exemple du RHDP. Non, l'honorable député, il faut faire attention. Vous voyez, quand il doit y avoir des changements à la tête, au sommet de l'État, vous convenez avec moi qu'il y a toujours un problème. Si nous voulons être honnêtes, quelles sont les raisons qui ont poussé le vice-président Denka à démissionner? Quelles sont les raisons qui ont poussé Mabry Touakes à quitter le RHDP? Quelles sont les raisons qui ont poussé Amoton à quitter le RHDP? C'est une question de succession au sommet de l'État. Donc il faut faire très attention. Ce sont des questions très sensibles. Tant que ces questions-là ne seront pas véritablement réglées en politique en Côte d'Ivoire, nous aurons des problèmes. J'ai l'habitude de le dire aux Ivoiriens. Et de faire attention. Quand le PDCI acceptera un jour qu'une autre ethnie devienne président du PDCI autre qu'un Baoulé, la Côte d'Ivoire aura fait un pas en avant. Quand au FPI, on acceptera qu'un autre leader soit président du FPI reconnu et qui n'est pas de l'Ouest, la Côte d'Ivoire aura fait un pas en avant. Quand au RHDP, on acceptera qu'une autre communauté, une autre ethnie soit président et qui gère le RHDP, on aura fait un pas en avant. Mais nous ne sommes pas encore là. Et notre génération doit avoir le courage. Ça fait 61 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est indépendante. Nous sommes sur ce plateau pour non seulement faire le bilan, mais les perspectives. Notre génération qui est là, je suis content que toi et moi, nous soyons de la même génération. Notre génération qui est là, nous devons relever des grands défis. La consolidation de la nation aussi part de là. L'acceptation des autres, la tolérance. C'est l'intolérance en politique qui fait qu'il y a la violence. Absolument non. Tout à l'heure, mon frère Diabaté Bey, parlant de cas de certaines personnalités qui se seraient retirées ou quoi, je ne sais pas, du RHDP. Non, je ne pense pas que ce soit des considérations ethniques ou religieuses. Je pense que nous sommes un parti politique. Nous, aujourd'hui, nous ne faisons pas de complexe. Il faut éviter surtout le complexe. Toi et moi, nous avons appartenu à des partis qui, sociologiquement, ne sont pas des partis qui étaient liés à nos... ou bien des leaders qui sont liés à nos groupes ethniques. Donc, moi, je n'ai pas de complexe à ce niveau. Nous avons cru à l'époque que le meilleur, en tout cas de tous qui auraient pu continuer ce qu'il avait entrepris comme travail, c'était le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. Ce n'était pas parce qu'il venait du Nord ou bien c'était ses compétences intrinsèques. Donc si demain, le compétent vient d'ailleurs, peu importe, nous n'avons pas de complexe d'ethnie et autres, et ça de religion. Moi, je ne me suis jamais inscrit dans cette logique et j'ai toujours vu en chacun des Ivoiriens mes frères et mes sœurs. Et aujourd'hui, à Divo, c'est notre slogan, c'est Divo d'abord. Et également, moi, je pense que c'est la Côte d'Ivoire d'abord, avant toutes ces considérations. Donc, il n'y a pas de polémique à se faire, il n'y a pas de complexe. Okay. C'est à nous de pouvoir construire cela sans pour autant rentrer dans des questions d'autochtonie, d'allochtonie de communautarisme. De communautarisme. Il faut quitter dans ça. Il y a une seule Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens, peu importe, et pourvu qu'ils soient compétents à occuper des postes. Ouais, ça, c'est bien Justement, au vu du parcours politique de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on doit reformer ou revoir notre perception de la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'on ne devrait pas l'adapter à nos réalités socio-culturelles, par exemple? Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de règles universelles pour la démocratie. Chaque pays... Oui, mais parce que là, on la pratique comme ça se fait en Europe, le suffrage universel direct, on va aux élections, on vote. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le multipartisme a été très mal copié. Et j'ai dit que je ne citerai pas le multipartisme fait partie de la démocratie. Oui, c'est un élément. Mais le multipartisme n'est pas la démocratie. C'est ça. Parce que même les gens pensent qu'organiser une élection, c'est la démocratie. Les élections font partie de la démocratie. Mais les élections, là, ça ne veut pas dire qu'il y a la démocratie. Parce que la démocratie tient compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, le respect des droits de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui renferment beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Ce n'est pas seulement la question des élections. Je le disais tout à l'heure, quand un parti politique va aux élections et puis ses élus se retrouvent confinés dans une région, il y a un problème. Absolument. Ça, il y a un problème. Absolument. Et c'est de ça que je vais parler. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Nous tous, on le sait. Heureusement que le RHDP transcende. Vous avez dit, écoutez. Le RHDP transcende. Docteur Famoussou Coulibaly est peut-être une exception. Et regardez bien, avant que le RHDP n'arrive au pouvoir, les élus du RDL se retrouvaient où? C'était seulement qu'à 90% la communauté du Nord. C'est ça. Donc vous me rejoignez, le président Alassane aujourd'hui pour dire que le RHDP est un grand regroupement qui unit tous les Ivoiriens. C'est parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Quand on est au pouvoir, on a l'impression
On a l'impression que tout le monde a acquis à notre cause et que tout va bien. Or, en réalité, il y a des choses qui ne vont pas bien. Diabaté sait de quoi il parle. Je sais de quoi je parle. Mais nous, en tout cas, nous sommes ici au niveau du RHDP. Ce n'est pas... Ici, pour gagner une élection, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de paramètres. Moi, j'étais par exemple candidat à Bobo. Oui. Mais je pouvais dire que je connaissais les résultats. Bien sûr, la force du RHDP à Bobo est indiscutable depuis l'opposition. Mais vous voyez que dans nos pays, les questions des moyens financiers, il y a une disproportion entre les différents candidats. En Europe, il y a des plafonnements qu'on fait pour aller à des élections. Aucun candidat n'a le droit de dépasser. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'en est pas là. Et c'est comme ça que vous remarquerez que comme nous sommes dans un régime présidentialiste, celui qui est au pouvoir a toujours les moyens de se donner la majorité absolue au Parlement. Il a les moyens financiers. Ensuite, il ajoute les moyens politiques là-dessus. Et une commune comme Abobo, tu vas voir des candidats qui vont faire un budget de campagne de 400-500 millions. Pour une élection municipale, si on va à près d'1 milliard, non. Ça, il y a quelque chose à voir. Oui. Monsieur Diabaté, s'il vous plaît. Et très rapidement, moi, je voudrais dire ceci. Une élection n'est pas forcément liée à la masse d'argent qu'on donne aux populations. Moi, je suis heureux que vous soyez du Front populaire ivoirien. Vous avez exercé le pouvoir pendant 10 ans, mais vous n'aviez pas eu la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, sans coalition, malgré le fait que vous ayez toute la mallette. Vous n'avez pas eu la majorité au niveau des élections municipales et autres. Le RDA, à l'époque, qui était dans l'opposition, avait plus de maires que le FPI. Donc, c'est une question de relation entre l'individu et ses populations. Moi, je n'ai pas eu besoin de dépenser de centaines de millions pour être la première fois en 2016 député à Divo. Vous savez mon histoire. Et cette année également, non, au contraire, c'est les populations. Vu la proximité que vous développez avec elles au moment où elles sont dans des difficultés, au moment où elles sont dans des moments de joie, c'est ça que les populations regardent. De plus en plus, nos populations ne sont pas dupes. Nous avons vu même lors des élections législatives, il y a des ministres qui sont RHDP, si l'argent pouvait faire, ces ministres auraient gagné des élections. Donc, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, on ne peut pas acheter des consciences et les populations sont matures, les populations regardent ce qui est fait. Partout où vous passez, dans tous les villages sont électrifiés, vous avez de l'eau pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, les populations disent, mais finalement, la politique, c'est quoi ? La politique, c'est la richesse du bien-être. La politique, c'est celui qui peut nous apporter quelque chose. Et nous avons vu au président Alassane Ouattara quelqu'un qui peut faire notre bonheur. Et également, les cadres qui sont autour de lui arrivent à nous satisfaire. Donc aujourd'hui, il y a une adhésion massive. Donc cela n'est pas dû à un populisme quelconque, mais c'est des réalités. Les chiffres sont là et nous pourrons peut-être en débattre aujourd'hui, si vous voulez, le bilan du président en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, il y avait quand même quelque chose à dire. Je ne partage pas l'avis des intellectuels africains concernant l'analyse qu'ils font de la situation de l'Afrique avec les Occidentaux, notamment nous qui sommes les francophones, notre rapport avec la France. C'est-à-dire que nous avons toujours ce génie-là d'accuser les autres. Toujours, c'est la France qui est à la base de nos malheurs. Mais pourquoi nous ne nous remettons pas en cause un jour? Nous sommes ici à la radio de la paix. Et regardez ces joyaux qui est derrière nous. Regardez comment tout est en train de tomber en ruine en moins de 3 ans, en moins de 4 ans. Depuis que l'ONU est partie de ces locaux, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, est-ce que ce sont les Européens qui ont fait ça? Est-ce que c'est la France qui est à la base de cette situation? Quand, dans un pays, vous n'êtes pas capable d'entretenir une usine, vous n'êtes pas capable de construire une usine pour le développement de votre pays, est-ce que c'est l'Europe qui est à la base? Donc, il y a un travail à faire au niveau des mentalités. Il y a un travail. C'est pourquoi le président Alassane a appelé l'Ivoirien nouveau. L'avènement d'un Ivoirien nouveau. Quand il parle de l'Ivoirien nouveau, ça fait 11 ans, vous êtes là, je n'ai pas encore on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Merci. Alors, intéressons-nous à présent à la question de la réconciliation. L'ex-président Laurent Gbagbo, lors de sa rencontre la semaine dernière avec son successeur Alassane Ouattara, lui avait demandé de libérer les détenus des différentes crises post-électorales. Cette semaine, précisément lundi dernier, l'ancien président a aussi échangé avec les conjointes et autres compagnes de ces détenus. Et Laurent Gbagbo a présenté ce rendez-vous comme celui de la consolation et a tenu à partager avec ces femmes la réponse du président Alassane Ouattara quant à sa requête concernant la libération de leurs époux et compagnons. Retour sur cette rencontre dans ce compte rendu signé Mata Touré.
On prend le centre où? Nous sommes fatigués. Vous êtes là depuis quand? Depuis 6 heures. Ambiance tendue au bord de l'ancien QG de campagne de Laurent Gbagbo. Elles étaient des dizaines de femmes des détenus politiques, toutes crises et tous partis politiques confondus, qui ont répondu présentes à cette rencontre après le rendez-vous manqué avec leur conjoint, Madame Dosso Seydou Binta. Je souffre, Monsieur le Président, parce que je suis mère de 6 enfants, une simple vendeuse d'aubergines au marché et pas subvenir aux besoins des enfants. Après l'année dernière, mon premier fils n'a pas pu terminer ses études parce que je n'ai pas pu solder. À ce à quoi Laurent Gbagbo leur a répondu. On connaît la solution, c'est la libération de vos époux. Quand l'occasion était donnée de rencontrer le président Ouattara, je lui ai posé un seul problème, la libération des prisonniers. Il n'a pas dit non, mais il n'a pas dit oui. Il a dit qu'il allait étudier ça, mais que pour le moment, il était en train d'étudier le cas de ceux qui avaient été arrêtés au moment des élections de 2020. Je pense que pour cette fête de l'indépendance qui arrive dans quelques jours, ce serait peut-être trop tôt, mais il va faire tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible. Tous les regards sont donc tournés vers la célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire le 7 août prochain et tout attendent un autre geste de décrispation de l'atmosphère politique avec qui c'est la libération de leurs conjoints. Alors, cette demande de libération des détenus des différentes crises post-électorales pose la question de la politique face à la justice dans notre processus de réconciliation. Moi, je voudrais peut-être rebondir sur cette question pour dire d'abord que le fait que l'ancien président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara se soient rencontrés depuis la crise post-électorale, pratiquement 10 ans, je salue d'abord l'acte. Et je voudrais dire que le président n'a pas exigé que le président libère, mais il a plutôt oui, c'est une requête, c'est une demande, plaidé, et mieux à sa sortie, quand il dit, c'est le président qui apprécie l'opportunité, le comment, le moment de ces libérations. Parce qu'il faut dire que, effectivement, le conflit armé a fait des dégâts. Certains acteurs sont fortement impliqués, notamment des militaires qui ont attenté à la sûreté de l'État, mais mieux ont commis un certain nombre d'actes regrettables sur certaines populations civiles. Et donc aujourd'hui, la justice a fait pour la plupart son travail. Certains sont condamnés aujourd'hui à certaines peines de prison. Donc la justice a fini. Et également, nous avons vu lors de l'élection de 2020 certaines actions qui ne peuvent pas être tolérées dans une démocratie. Quand on n'est pas d'accord, il y a des voies qui s'ouvrent en nous pour pouvoir revendiquer. Je pense que la meilleure des voies en démocratie, c'est d'aller s'exprimer dans les urnes. Mais on ne peut pas saper les fondements de la République et puis rester. Mais je crois que le président de la République, en homme de paix, en homme de pardon, et depuis 2011, il ne fait que poser des actions d'apaisement. Vous avez vu des dégels, vous avez vu la mise sur pied par le président de la République de certaines institutions en matière de réconciliation, notamment la CDVR, la CONARIV, le Programme national de cohésion sociale, et l'acte fort qu'il a eu à poser, d'ailleurs, c'était en 2018, avec la prise d'une loi d'ordonnance d'amnistie qui a totalement amnistié Mme Simone Gbagbo. Donc cela dit, tout s'analysera dans un esprit républicain. Je pense que la loi donne des instruments au président de la République. Il a le droit de grâce, c'est constitutionnel. Il a le droit également au niveau de l'amnistie. Et donc, nous pensons qu'il faut laisser le président de la République, qui est conscient de ce qui doit rassembler les Ivoiriens, et prendre la décision qui sied au moment important. Mais tout compte fait, il y a un élément important. Moi, je suis enseignant-chercheur en prévention, gestion et résolution des conflits. Nous avons analysé beaucoup de conflits dans d'autres pays, mais l'élément essentiel pour pouvoir passer d'une situation à une autre, c'est que chacun de nous puisse entrer en soi et puis regretter un peu qu'on fasse quelque chose par omission ou par action, nous sommes tous quelque part coupables. Donc, il y a la question de la repentance. On ne peut pas sortir de là, faire comme si de rien n'était et que c'était nous étions blancs comme ça. Non, il faut avoir le profil bas, permettre au président de la République de trouver les ressources nécessaires. Merci. Je voulais d'abord saluer la rencontre des deux présidents. J'avoue que ça a été une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier aussi que avant cette rencontre,
il y a beaucoup d'autres rencontres aussi qui avaient eu lieu dans ces pays. Ce n'est pas la première fois que le président Alassane Ouattara a la liste des prisonniers. Ce n'est pas la première fois que l'opposition fait des requêtes pour la libération de tous ces prisonniers. Si vous vous souvenez, le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, n'a jamais fait de conférence de presse depuis sa libération en 2013 jusqu'à ce jour sans demander la libération des prisonniers. La question a été posée. La question du retour de Laurent Gbagbo, la question de la libération de tous les prisonniers, surtout les militaires qui avaient déjà fait 10 ans en prison. Ça va soulager plus d'une personne. Mais tout ça au détriment des victimes, parce qu'on ne les sent même pas dans ce processus. C'est ça, il faut laisser le temps au président de pouvoir apaiser toutes les... J'ai l'impression qu'on assiste à une réconciliation des politiques. Absolument. Ce n'est pas au détriment des victimes. Lorsque Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se sont rencontrés, je n'ai pas entendu un mot pour les victimes. Non, mais le président Alassane Ouattara tout le temps a parlé des vous n'avez victimes, pas a entendu un présenté mot. tout le temps ses excuses. Vous n'avez pas entendu un mot. Et même, moi non plus, il y a eu un vaste projet d'indemnisation des victimes. Les victimes. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'il faut une remise en cause. Il faut que chacun de nous se remette en cause si nous voulons que notre pays sorte de la crise. Absolument. Lui, il a parlé de gestion des conflits. Mais dans la gestion des conflits, il faut que celui qui se sent victime soit au cœur de vos propos. Mais est-ce que je sais qui est victime? En Côte d'Ivoire, le problème, c'est lequel? Qui est victime? Est-ce que les victimes, c'est seulement les militants du RADP? Est-ce que les victimes, c'est seulement les militants de ex-LMP? Ou bien les victimes, c'est tous ceux qui ont commis des c'est tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. De tous les partis politiques. Absolument. Or, nous avons constaté que la question des victimes a été politisée. A été politisé par le parti au pouvoir. Non. Maintenant, quand vous arrivez à Djokoué, où il y a eu près de 800 morts le même jour, est-ce qu'à Djokoué, il n'y a pas de victimes? Mais il y a eu des enquêtes. À Yopougon, est-ce qu'il n'y a pas de victimes? Ouremi est actuellement en prison. Non, écoutez, je suis en train de vous dire que la justice a une part importante dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il faut que nos juges, les procureurs, acceptent de prendre leurs responsabilités et qui ne se laissent pas manipuler par les hommes politiques. Tous les tests de la Côte d'Ivoire rendent les juges indépendants. Il appartient aux juges de prendre leurs responsabilités et d'être indépendants. Si M. Famoussa Koulibaly a commis un acte qui mérite d'être poursuivi, il faut qu'il soit poursuivi et qu'il soit emprisonné aux yeux. Je suis d'accord avec M. Diabaté. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais quand vous avez des difficultés, c'est la justice que vous saisissez. Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a une crédibilité. Aujourd'hui, lorsque le président Gbagbo est arrivé, le premier acte qu'il a eu à faire, c'est d'aller se référer à la justice de Côte d'Ivoire. Je dis, écoutez-moi par rapport à des questions civiques. Par rapport à des questions aujourd'hui, sous la gouvernance du président la question Ouattara, de la réconciliation, je demande à ce que la justice prenne aussi ses responsabilités pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, la justice fait déjà son travail. Juste une dernière question sur laquelle je voudrais que vous réagissiez, c'est cette histoire des différentes lois d'amnistie et de grâce présidentielle qui n'ont jamais empêché la Côte d'Ivoire de basculer dans des violences électorales, notamment lors des présidentielles. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de se fourvoyer en attendant 2025 ? C'est là il faut travailler sur les mentalités. Il faut que les hommes politiques arrivent à mettre l'accent sur leur projet de société. Qu'est-ce qu'ils offrent aux Ivoiriens que de se tarder sur les origines des uns et des autres qui, en réalité, ne fait que cristalliser la situation. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la Constitution donne des mécanismes. Si ça peut régler des problèmes à un moment bien donné, comme le président Oufoué le disait, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Oui, mais quand on a une histoire avec les lois d'amnistie... Non, quand on a... Est-ce que ça n'a rien changé? Non, ça a changé des choses. Ça a changé des choses, mais toujours est-il qu'il faut 2020, on a encore connu des violences. Que nous acceptons... Près de 100 morts. Non, que nous acceptons la démocratie. Parce que l'opposition, par moment, utilise des thèmes quand ça les arrange. Parce que il y a des institutions qui sont là. Tantôt, quand ça les arrange, ils se reconnaissent à ces institutions. Je parle notamment de la commission électorale indépendante ou bien du Conseil constitutionnel. Et mieux, quand ça ne les arrange pas, ils décident de faire ce qu'ils veulent. Bon, au-delà de tout, aujourd'hui, la balle
est dans le camp des acteurs, et surtout des acteurs qui ne sont pas au pouvoir, parce que je suppose que le pouvoir fait suffisamment de sacrifices pour pouvoir aller... On ne peut pas tout obtenir à la fois. Il y a eu des acquis, il faut préserver ces acquis, et surtout et faire de telle sorte que nous éduquons à la culture de la paix et à la culture de la démocratie, même les acteurs politiques. D'accord. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Nous sommes à 61 ans, donc il ne faut pas non plus aussi dire que tout va mal, rien n'est fait. Je pense qu'il faut s'inscrire dans la durée. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, je pense que les choses vont véritablement aller dans le bon sens. Bon. Rapidement. Rapidement sur cette question. Je voulais que chacun de nous joue franc jeu. La question que vous avez posée, c'est une question claire. Les questions de amnistie à répétition, grâce à répétition. Mais le constat est là, c'est palpable. C'est que ces amnisties et puis ces grâces-là n'ont rien donné. Oui, ça n'a rien donné. Parce que Laurent Gbagbo en a fait beaucoup. Ça n'a pas du tout empêché la crise post-électorale de 2011. Donc, ce que M. Kanté dit, c'est ça qui est vrai. Il y a même eu en 2020. Mais en 2020, il y a eu encore des morts. Donc, ce que M. Kanté dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on accepte de faire le jeu démocratique, d'accepter le jeu démocratique. Surtout l'opposition. C'est pas seulement l'opposition, parce que chaque fois quand vous parlez, vous mettez entre parenthèses l'épisode 2000-2010. Que ça soit au niveau du gouvernement. Et même pendant tous les débats avec le parti au pouvoir, ils considèrent que de 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire n'a pas existé. Or, c'est un pan de notre histoire que vous devez intégrer dans tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Il faut que vous sachiez et que vous acceptez qu'il y a eu un président de la République en Côte d'Ivoire qui s'appelait Laurent Gbagbo. Personne ne conteste cela. Personne ne conteste cela. De 2000 en 2010. Personne ne conteste Je le cela. dis dans les discours du Premier ministre, dans le discours du président de la République, on ne sent pas la volonté de se réconcilier. Parce qu'il faut pardonner. Il faut accepter ce qui s'est passé hier. Vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité, commentée cette semaine par Dr Famoussa Coulibaly, député RHDP de Divo, et Diabaté Bey, vice-président du FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Et justement, nous allons évoquer à présent la bataille à fleuret-moucheté qui secoue le FPI entre les légalistes et les légitimistes. Et cela après la convocation lancée par Laurent Gbagbo pour lundi prochain d'une rencontre avec les instances du parti. L'unité du parti semble donc en jeu au sein de la famille frontiste. Sur la question, voici la lecture que fait Dr Gaoussou Karamoko. Il est enseignant-chercheur en philosophie à l'université Péléforogon Coulibaly de Korogo et il est également politiste. Conformément à ce que j'ai toujours pensé et toujours dit, Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire, a vite fait de s'engager dans la bataille politique. Et cette bataille politique consiste dans un premier temps à ressouder sa propre famille, en y estipant tout ce qui peut paraître comme étant éléments non conformes ou anticonformistes. Et apparemment, vraisemblablement bien sûr, Pascal Affi-N'Guessan est dans cette logique de ce qu'on pourrait considérer comme étant dans une tendance anticonformiste. Parce que Laurent Gbagbo, pendant sa prison, évidemment, a compris ceux qui étaient ses partisans mordicus et ceux qui étaient dans une logique d'alternative. Laurent Gbagbo va avoir une équipe dont il a la parfaite maîtrise. Et ceux qui ont eu le même discours que lui pendant ces années de prison, sont ceux-là qui composent aujourd'hui avec lui. Ceux qui ont eu des discours nuancés ou qui ont eu des discours opposés sont évidemment ceux qui tient à distance. Évidemment, le FPI, c'est un nom. Affi-N'Guessan peut se réclamer comme étant le président légal du parti, mais Laurent Gbagbo se considère comme le président légitime. On sait que l'instance qui parle véritablement FPI, c'est EDS. C'est clair pour tout le monde. Légalement, c'est EDS. Alors, sur ce dossier, je précise, et Diabaté Bey pourra peut-être confirmer que Pascal Affi-N'Guessan a demandé à rencontrer Laurent Gbagbo à 2 reprises et sans suite. Cette convocation donc du comité central extraordinaire du FPI a froissé plus d'un de votre côté, du côté des légalistes. Alors, Diabaté Bey, Laurent Gbagbo, en convoquant les instances du parti, n'est-il pas en train de compter ses partisans et par conséquent de faire le vide autour de Pascal Affi-N'Guessan? Et je pense que cette question est une question importante parce que ça fait partie de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, au FPI, nous avons eu cette
capacité de transformer une crise nationale en une crise interne au Front populaire ivoirien. Parce que la crise de 2011 n'était pas une crise du Front populaire ivoirien. Nous avons en interne réussi à transformer la crise de 2011 en une crise FPI. Deuxièmement, à la création du Front populaire ivoirien, il faut que les Ivoiriens sachent que le Front populaire ivoirien était l'antithèse du PDCI. En 1990, tout ce que le FPI disait, c'était quoi? Oufoué a trop duré au pouvoir, Oufoué n'a pas préparé sa succession, Oufoué est vieux, Oufoué est fatigué, Oufoué est ceci. Et on a même dit qu'il y a un article, l'article Caméléon. Et quand tu as ajouté à cela le respect de nos thèses, pour nous c'est important. La Constitution de 2000 n'autorisait pas le président de la République à être président d'un parti politique. Gbagbo étant élu président de la République en 2000, en 2001, on organise un congrès. Et le congrès fait de Pascal Affi N'Guessan le président du parti. Pascal Affi N'Guessan, il n'est pas devenu président comme ça. C'est à l'issue d'un grand congrès qu'on a organisé en juillet 2001 au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire. Mais dès que Pascal Affi N'Guessan sort de prison en 2013, il est contesté par un groupe. Mais le problème que je vais poser, c'est le respect de nos thèses. Et nous prenons toujours Laurent Gbagbo au mot. On dit, mais tu nous as dit qu'un grand ne devient pas petit. Est-ce que vous me voyez venir discuter le siège du président du FPI avec Pascal Affi N'Guessan encore? Ça, c'est fini. C'est notre chef. Il a été notre leader. Un grand leader. On peut vous retorquer la même chose. Affi N'Guessan a dit si Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et que je lui remets les rênes du parti. En fait, ce que vous dites, ça c'est un élément très important. Ce que vous venez de dire, c'est très important. Et vous-même, c'est pas vous qui venez de me rappeler que Pascal Affi N'Guessan a demandé à plusieurs reprises à rencontrer Laurent Gbagbo sans succès. C'est ça. Mais si tu viens et que tu ne peux pas me rencontrer, je ne peux même pas échanger avec toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous voyez, chacun de nous a un petit ego, chacun de nous a une petite fierté quand même. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que Affi N'Guessan n'était pas à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo? Si, il était à l'aéroport. Est-ce que Affi N'Guessan a tenté de joindre Laurent Gbagbo? Oui ou non? Oui, plusieurs fois. Et il a eu sa femme et il a demandé à rencontrer Laurent Gbagbo pour échanger sur les questions, pour lui dire Yako. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Si, il l'a fait. Est-ce que Diabaté Bekio Pal n'a jamais échangé avec Kuyo, qui est le chef de protocole de Laurent Gbagbo, pour une rencontre? Si, il l'a fait. Est-ce qu'on a eu une rencontre? On n'en a pas eu. Alors, que va-t-il se passer s'il continue de vous ignorer? Parce que il convoque les instances du parti le lundi. Affi N'Guessan aussi convoque les instances du parti mercredi et jeudi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui est vrai, dans la crise du Front populaire ivoirien, nous nous sommes retrouvés devant les tribunaux. Mais les tribunaux, là, le juge ne peut pas trancher une affaire si le juge n'a pas de tests. Vous savez que toute association est régie par des statuts et règlements intérieurs. Et nos statuts et règlements intérieurs ont donné raison à Affi. Parce que vous savez, le gros problème au FPI, c'est que nos tests, comme au RADP, comme au PDCI, ce ne sont pas des tests démocratiques. Non, là, je ne souhaite pas. le RADP était parti par démocratique. Vous êtes en train d'ouvrir notre brèche. Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Ce qu'il va se passer, c'est quoi? Vous allez saisir la justice, c'est ça? Non, on n'a pas besoin de saisir la justice. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, le constat est fait. Nous constatons qu'on ne veut pas collaborer avec nous. Ce n'est pas Diabaté Bey à une émission qui va dire, voilà, le FPI, on a pris telle décision. Nous avons nos tests et c'est le comité central qui va prendre une décision. Nous allons exposer le problème au comité central. Qu'allons-nous faire? Et c'est au comité central que nous avons convoqué. C'est à ce comité central-là que nous allons prendre la décision qu'il faut. Si on doit laisser le parti, on va le faire. Si on doit rentrer dans les rangs, le comité central va décider. Si on doit abandonner la politique, le comité central va décider. Alors, Dr Famoussa Coulibaly, le RHDP, le parti présidentiel auquel vous appartenez, est soupçonné d'être un soutien occulte de Pascal Affi N'Guessan pour fragiliser et affaiblir Laurent Gbagbo. Comment vous regardez aujourd'hui ce qui se passe avant et depuis le retour de Laurent Gbagbo? Je ne sais pas d'où vous tirez vos assertions de ce que le RHDP serait un soutien occulte. On a vu tout le jeu que Affi N'Guessan a fait lors de l'élection présidentielle en 2020. S'il était effectivement sous la coupole du RHDP, je pense qu'il ne serait pas porte-parole du CNT et illégalement constitué d'ailleurs. Donc cela dit, je suis ivoirien, je ne suis pas insensible à tout ce qui se passe, mais je ne suis pas bien placé pour juger ce que je voudrais
constater malheureusement que ceux qui parlent à longueur de journée de réconciliation, alors que cela est déjà au niveau national, n'arrivent pas à faire eux-mêmes leur propre réconciliation en interne. Si vous n'arrivez pas, des amis d'hier, Diabaté Bey, qu'on a vu partout hier, et parler de Laurent Gbagbo, aujourd'hui se retourner, bon bref, à Finguessan, etc., Laurent Gbagbo, qui a son fils qui est Diabaté Bey, si pour des questions politiques, on n'arrive pas à se mettre ensemble, se mettre d'accord, bon, moi, c'est dommage. Et moi, je pense que le Front populaire devrait en tout cas donner l'exemple d'abord avant de parler de réconciliation au plan national. C'est ce que je voudrais dire. Peut-être je leur souhaite beaucoup de courage pour régler en interne dans le dialogue. Nous sommes oufouettistes, nous privilégions le dialogue en toutes choses. Alors, le projet filet socio-productif mis en route depuis 2015 pour lutter contre l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. L'État, appuyé par la Banque mondiale, a assisté près de 227 000 ménages vulnérables qui reçoivent 36 000 francs CFA par trimestre sur 3 ans pour se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. Et pour toucher du doigt l'impact de ce projet sur le niveau de vie des ménages bénéficiaires, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a effectué une visite terrain lundi dernier à Abidjan. Suivons ensemble le reportage de Carlos Kondé. Cette visite a démarré par les quartiers Campement et Akromian-Blas de Koumassi. Kouelou Irie Léontine, qui s'occupe de ses 4 enfants et des 4 autres de sa défunte sœur, est l'une des bénéficiaires. En tout cas, filet socio, ça m'a arrangé même. Avant, ces piments, je vendais. Maintenant, aujourd'hui, là, je vends aubergines, oignons, graines, les trucs là, j'ai complété encore. En tout cas, je dis merci beaucoup à filet socio. Dans les quartiers Jean Folly et Adjoufou de Port-Boué, des bénéficiaires ont également reçu la visite de l'émissaire du gouvernement. Dolou Volinan est mère de 5 enfants et vendeuse d'attiéké aux poissons. Depuis Corona, il y avait les clients, mais maintenant là, ça ne va pas. Donc mon mari, c'était un maçon. Donc depuis Corona, il peut faire 5 mois maintenant, 6 mois à la maison, ça travaille. Donc quand il reçoit l'argent, j'arrive à nourrir ma famille très bien, j'arrive à payer l'école de mes enfants. Pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le constat fait sur le terrain est encourageant. Miss Belmondo Dogo. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, tous ceux qui sont éligibles ont trouvé la formule pour avoir une activité génératrice de revenus pendant qu'ils sont dans le programme. Donc pour nous, c'est encourageant. Et nous avons eu une belle expérience avec le couple où le monsieur il est coiffeur et il a su dégager le montant nécessaire pour que sa femme puisse avoir une activité vendre le plat quali. Et au-delà de ce programme, les ménages suivent des formations. La formation à la gestion du budget familial, la formation aux activités génératrices de revenus, la formation aux compétences de vie. À noter que le projet filet socio-productif touche les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, votre avis sur ce projet appuyé par la Banque mondiale et mis en place par le gouvernement pour lutter contre l'extrême pauvreté? Diabaté Bey. Oui, je voulais remercier quand même les efforts du gouvernement. Mais pour dire vrai, ce projet ne peut pas éradiquer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Non. Ça soulage des ménages, ça soulage quelques pauvres, mais ça ne peut pas éradiquer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Je vous dis, ceux qui sont estimés être vraiment très très pauvres aujourd'hui, qui ont du mal à avoir en Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, un repas par jour, ils sont estimés à 3 millions. Par quel institut? Et aujourd'hui, nous sommes à 227 000. Et puis, quels sont les critères? Les critères que le gouvernement a choisi pour retrouver ces foyers vulnérables. C'est à la suite d'une enquête? Quelle enquête? Parce que nous sommes dans nos régions, nous sommes dans les communes ici à Abidjan. Mais il y a des gens qui reçoivent les montants dont on vient de parler. Mais à côté d'eux, il y a des plus pauvres. Donc nous nous posons la question, si ce n'est pas une affaire de militants RADP. C'est des filets sociaux. Des filets sociaux, je le dis. Les filets ont laissé échapper quelques pauvres. Les filets laissent échapper ceux qui sont vers l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, le filet les prend. Voilà le véritable problème. Quels sont les critères? Nous sentons que la population, au fur et à mesure que nous avançons, la population devient de plus en plus pauvre. Nous n'avons pas une croissance enrichissante en Côte d'Ivoire, nous avons une croissance appauvrissante. C'est ça qui est le problème.
Oui. Je voudrais peut-être réagir parce que ce projet, je le connais parfaitement. Dès le début, j'étais encore en service au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Nous avons conçu avec la Banque mondiale et plusieurs d'autres ministères et surtout aussi en nous inspirant des expériences de la Fondation Lula au Brésil pour la lutte contre l'extrême pauvreté, la faim, etc. Et à l'origine, c'était 35 000 ménages. Et c'était un peu le milieu rural. Mais vous savez, la Banque mondiale ne peut pas rentrer dans un projet et continuer de supporter le projet si les critères ne sont pas clairs. Nous, en Côte d'Ivoire, on a une tradition de planification, de prospection. Et il y a eu une enquête de niveau de vie des ménages de 2014. C'est le critère sur lequel nous sommes basés pour pouvoir identifier d'abord les zones en termes d'extrême pauvreté au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il y a eu une autre phase, surtout avec le programme social du gouvernement, le PS-Gouv en 2019, qui a élargi cette assiette à d'autres Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à 227 000 ménages. Mais quand vous prenez par ménage, souvent, vous n'avez pas moins de 10 à 15 personnes dans ces ménages. Quand on est politique, il faut mener aussi des enquêtes. Moi, dans cette phase qui a cours 2020-2024, il y a des populations de Divo sont dedans en tant que milieu urbain. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui bénéficient de ces fonds, ça a été fait en toute transparence. Vous avez tous les partis politiques. Le RADP est l'un des rares partis à ne pas mettre le développement au niveau des questions de politique. Vous voyez aujourd'hui l'effet des actions de développement à travers les différents plans nationaux de développement se ressentir sur toute la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez vu votre reportage. Au niveau de Saint-Fra, il y a un village de Kéa. Vous avez des gens qui ont mis ensemble ce qu'ils recevaient. Ils ont pu avoir une économie de 600 000 francs. Ils ont pu avoir un champ de riz de plus de 2 hectares. Ils ont produit. Aujourd'hui, il y a un effet. J'ai été à la planification. J'ai été à la base aussi de l'élaboration du plan national de développement. Donc, les questions de statistiques, les questions de développement, je m'y connais assez. Nous reconnaissons aujourd'hui que l'idée des filiaux socio-productifs est une idée géniale du président de la République avec nos partenaires que nous saluons pour dire qu'aujourd'hui, de nombreuses familles, sans tenir compte de leur appartenance ethnique, religieuse et politique, bénéficient du soutien du gouvernement. Et ça, en 2024, certainement, nous pourrons faire un bilan, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts en matière de lutte contre la pauvreté. Voilà, j'étais en train de le dire. Quand je parlais tout à l'heure de l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire occupe la 32e place en Afrique, sur 53. Quand le FPI était là, 32e sur 53. On était quelième. S'il vous plaît, on va conclure cette émission qui recevait donc Dr Famoussa Koulibaly, député RHDP de Divo, et Diabaté Bey, vice-président du FPI de Pascal Afin-Guessan. J'ai bénéficié de l'accompagnement technique d'Antoine Kouassi. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Regard croisé sur l'actualité. C'était Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.